Je vais être franc avec vous, cet épisode est rendu possible par les contributrices d'Intensément Podcast que je remercie du fond du cœur. Vous pouvez vous aussi rejoindre notre vaisseau spécial, il y a un lien dans la description pour vos donations ponctuelles ou régulières et ainsi vous permettez à ce média et à mon travail d'exister, d'explorer l'univers HPI et neuroatypique à la recherche des infos les plus fiables possibles et je vous remercie intensément car votre aide est vraiment mais véritablement nécessaire. Mais cet épisode fait aussi en partie la promotion de TDAH Academy dont va nous parler notre invité. Alors c'est voulu, j'ai demandé à faire cet épisode en échange de l'accès à cette académie unique que je conseille aussi à titre personnel. Et la partie qui en parle est aussi instructive que le reste de l'entretien. Si vous désirez vous inscrire à TDAH Academy, il y a un lien dans la description qui me permettra aussi de toucher un pourcentage de la vente sans en changer le prix et je vous en remercie d'avance. Cet épisode est donc bourré d'infos puisque entre passionnés ça ne pouvait pas en être autrement et on va donc surtout y traiter du TDAH, des dernières avancées dans le domaine, des critiques sur ces avancées, des polémiques sur les théories, de la science, bref, enjoy ce moment de connaissance et de bonne humeur. Bonne écoute et bonne visionnade. Alors Sébastien Rare, ravi de te recevoir sur Intensément Podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. On te connaît bien sûr sur ce podcast et surtout tu es plus ou moins mon idole en ce qui concerne le TDAH, le bien mal nommé trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc j'espère quand même que l'année 2024, c'est peut-être la dernière année où on l'appelle comme ça, je sais pas. Oh, il y a peu de chance, à mon avis ça va encore rester un petit peu. Alors tu es psychologue spécialisé dans le TDAH et les troubles du neurodéveloppement, mais aussi formateur de professionnels de santé, conseiller et auteur aussi. Tu viens de sortir un livre avec Maëva Roulin. Évaluer le TDAH chez l'enfant et l'adolescent. Merci. Et tu es très présent sur les réseaux sociaux et grâce à toi on peut carrément en apprendre tous les jours ou presque grâce à tes posts de routine de lecture matinale. Et tu es aussi à l'initiative de la première académie pour comprendre et apprendre le TDAH en France, en tout cas pour transmettre les informations et les ressources sur le TDAH, qui s'appelle TDAH Academy. Alors déjà, rien que pour le nom, je trouve ça vraiment génial. Alors, pourrais-tu nous expliquer en quoi cela consiste et comment ça se déroule? Alors c'est bien que tu me dises que tu adores le nom parce que ça plaît pas à tout le monde pour le coup. Bon, mais parce qu'il y a des gens qui pensent derrière que ça a vocation plutôt marketing et d'essayer de vendre un maximum sur le TDAH plutôt que d'essayer d'apporter de l'information. Donc merci de me laisser la place pour en parler un petit peu parce qu'au final, c'était un outil que j'ai mis en place pour essayer justement de rendre l'information la plus accessible possible au travers d'une plateforme qui réunit en fait tout mon contenu de formation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a tous les PDF de toutes les formations que je donne actuellement. Il y a aussi des vidéos de conférences que j'ai pu donner en 2022 avec les PDF qui sont également accessibles. Donc l'objectif est de voir un petit peu le TDAH et des choses annexes qui sont proposées, comme par exemple le fonctionnement exécutif dans le TDAH, le cerveau dans le TDAH à l'école, et d'avoir des conférences d'1h30 à peu près qui sont mises à disposition. En plus de ça, c'est vrai que j'avais demandé au départ de TDAH Academy qu'on m'envoie toute une série de questions que les gens se posent sur le TDAH. Et j'essaye de réaliser, en gros, la plus grande FAQ existante sur le TDAH, avec pour chaque question une réponse qui dure 1 minute 30 maximum. Oui, FAQ en vidéo. Oui, en vidéo, je réponds en vidéo. C'est vraiment génial. Effectivement. Alors après, j'ai reçu plus de 300 questions, donc il me faut le temps de les tourner, il faut le temps de les mettre en place. Donc l'avantage, c'est que j'en mets à disposition en gros 5 toutes les 2 semaines. Comme ça peut aider à la fois les praticiens à pouvoir essayer de répondre à certaines questions, d'essayer d'amener des choses rapides aussi pour les gens qui s'intéressent au TDAH, et donc d'avoir cet aspect un peu plus interactif, effectivement, il court sur des vidéos. Maintenant, on a développé aussi 2 groupes WhatsApp d'échange entre les membres de TDAH Academy parce que j'ai toujours eu une question qui est oui, mais j'aimerais bien avoir des contacts à gauche, à droite de personnes. Et je me dis, en fait, on va tous essayer de les réunir ensemble. Donc, on va avoir cet aspect-là. Et le deuxième groupe, c'est pour me poser des questions en direct sur les contenus de TDAH Academy pour essayer de faire en sorte que je puisse répondre aussi, puisque sur base de PDF et d'informations, c'est vrai que parfois ça vaut la peine d'aller poser une petite question supplémentaire, quoi. Oui. Donc, d'ailleurs, je le savais pas et j'étais posé la question sur LinkedIn, mais maintenant je vais m'inscrire donc sur le WhatsApp. Je l'avais voilà, pas vu. faut pas hésiter une demi-seconde, c'est fait pour ça.
Et dernièrement, j'ai pu ajouter alors toute une série d'outils d'évaluation qui sont gratuits pour le coup. Donc c'est les outils d'évaluation qu'on retrouve, hein, mais je les ai tous rassemblés au même endroit pour que les gens, justement les professionnels de santé, puissent avoir accès plus rapidement au même endroit à ces outils. J'ai commencé à mettre aussi des PDF expliquant l'utilisation de ces outils, comme ça facilite un petit peu plus les choses. Et la dernière mise à jour a été de mettre à disposition l'entièreté des visuels. Comme tu le disais, je fais une routine matinale, effectivement, où je reprends une recherche, je synthétise, je fais un visuel avec et je présente les choses avec la source qui va avec, depuis 2024, donc depuis début 2024. Et là, j'en ai mis 120, je pense, Waouh. à disposition déjà. Et donc, le but, c'est de les mettre à jour avec toutes les routines qu'on a en place. Encore une fois, l'objectif est d'aider éventuellement la psychoéducation à avoir une information rapide, mais fiable, en tout cas publiée dans des revues scientifiques et synthétisée, donnant la source systématiquement, ce qui facilite aussi le besoin pour le professionnel, s'il est intéressé par le sujet, d'aller plus loin et d'aller regarder ce que ça raconte de manière plus précise. Et donc, d'essayer d'avoir tout ça, c'est-à-dire donc mes slides de formation, des conférences, des visuels, des outils, des échanges et des questions-réponses, et le tout sur une même plateforme. Donc, d'essayer de faire ça et aussi de la mettre à jour très régulièrement, puisqu'il y a une mise à jour qui est faite toutes les 2 semaines avec une nouvelle information systématique, puisqu'en fait, je modifie mes formations très régulièrement. Donc, le but, c'est aussi de pouvoir donner ces modifications. Encore une fois là-dessus, ça ne remplace pas du tout une formation. Ça, Eh c'est oui. clair et net, puisqu'on n'est pas dans l'interaction, on est vraiment sur du document. Mais j'essaye au moins de faire en sorte que les personnes qui ne peuvent justement pas rentrer dans des formations parce que ça demande du temps, parce que ça coûte relativement cher, hein, il faut quand même l'admettre, une formation coûte aujourd'hui relativement cher. Ça ne veut pas dire que TDH Academy est gratuit, puisque c'est une question qu'on me dit souvent, mais ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Mais le bloc était de dire, essayons de rendre ça le plus accessible possible au maximum de monde qui peut pas forcément rentrer dans une formation professionnelle. Donc, à l'origine, si j'ai bien compris, c'est quand même destiné aux professionnels de santé, TDH Academy, Oui. mais je suppose que c'est aussi destiné aux éducateurs, aux enseignants. Tout à fait. Pour moi, je les considère comme des professionnels intervenant dans la démarche des professionnels de santé. C'est-à-dire que quand on fait une évaluation du TDAH, notamment chez l'enfant, ne pas avoir les enseignants près de soi, c'est assez compliqué. Quand on est éducateur et qu'on accompagne ces enfants, ces ados, mais même des adultes qui présentent un TDAH, mieux comprendre cet aspect-là, ben effectivement, ça a du sens également. Donc, c'est pas directement orienté vis-à-vis d'un éducateur en lui disant ben voilà ce qu'il faut faire précisément, mais d'avoir une information globale sur le TDAH qui permet aujourd'hui justement de pouvoir avancer, de mieux le comprendre. Beaucoup de parents m'ont demandé s'ils pouvaient avoir accès. Moi, je ne leur recommande pas en fait dans un premier temps parce que D'accord. l'information est assez orientée professionnelle de santé malgré tout. Mais je suis en collaboration pour le moment avec une collègue justement qui voudrait agrémenter l'entièreté de la plateforme avec une approche de psychoéducation et donc d'avoir vraiment un pan de la plateforme qui serait orienté justement pour les personnes non professionnelles de santé, pour expliquer la même chose, mais de manière plus simple, plus spécifique, et avec beaucoup plus, au final, de messages adaptés, vulgarisés pour les parents et les non professionnels de santé. Excellent. Est-ce que tu aurais quelques statistiques sur les professionnels de santé qui rejoignent TDH Academy? Qu'est-ce qu'ils sont en général? Est-ce qu'ils sont plus proches des psychologues ou est-ce qu'ils sont plus proches d'autres choses? Alors actuellement, la majorité des personnes inscrites sont psychologues ou neuropsychologues. Il y a quelques médecins qui aujourd'hui se sont inscrits pour aller chercher l'information et qui sont très actifs aussi justement dans l'échange entre les membres, notamment parce qu'il y a pas mal de questions souvent sur la médication, il y a pas mal de questions sur des effets secondaires, il y a pas mal de questions sur la prise en charge ou encore la pose du diagnostic. Et d'avoir des médecins dans le groupe, je trouve ça super intéressant. Alors évidemment, le but n'est pas de les surcharger de questions et ainsi de suite, c'est pas du tout l'objectif, c'est de respecter aussi cet aspect-là, mais il y en a quelques-uns qui interviennent et qui mettent les choses au clair aussi sur la pratique. Donc on est plutôt dans ces aspects-là.
Après, on a des personnes qui sont proches des professionnels de santé, donc on va avoir aussi des thérapeutes qui sont présents. Alors évidemment, on a toute une partie de la profession qui s'intéresse. On a des orthopédagogues, par exemple, qui aujourd'hui, ben, effectivement, enfin, je discutais d'ailleurs ce matin avec des orthopédagogues qui n'ont pas encore la reconnaissance en France, en tout cas, du professionnel de santé, mais qui sont extrêmement intéressés par la question du TDAH. Et donc, on en a quand même. Est-ce que ça rejoint aussi les ergothérapeutes, tout ça, c'est Oui. le même principe? Exactement, on a des orthophonistes, on a des ergothérapeutes, on a des psychomotriciens, psychomotriciennes qui sont présents et qui participent également aux échanges. Et c'est extrêmement intéressant de voir que la croisée des regards permet aujourd'hui aussi de voir ben, ce que chacun fait et l'aide qu'ils peuvent apporter justement dans la communication entre les professionnels. Parce que si j'ai bien compris, bon, au niveau des ergothérapeutes, j'en sais rien, mais si j'ai bien compris, au niveau des psychologues ou psychiatres, la formation au niveau des troubles du neurodéveloppement et en particulier du TDAH, elle est très légère en fait. Ouais. Elle est succincte, c'est ça l'histoire, c'est ça le problème. Ouais. Je sais qu'il y a eu pas mal d'initiatives aussi aujourd'hui quand même dans la formation des pros et notamment on a quand même pas mal de choses avec des formations, la formation START par exemple qui est proposée aussi autour des troubles du neurodéveloppement pour des médecins généralistes, des psychologues de première ligne et ainsi de suite. On a des diplômes universitaires aussi qui se mettent en place, puisqu'on a un diplôme interuniversitaire entre Lyon, Strasbourg et Lille qui se donne à distance. On a un diplôme universitaire TDAH à tous les âges de la vie à Montpellier. On a la Société française du TDAH qui est née fin décembre 2023 et qui lance son premier colloque en juin, justement, pour présenter justement l'association et de montrer ce qu'elle va faire et qui va avoir, à mon avis, un impact dans la formation des professionnels d'aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Mais dans la formation initiale, je pense que ça dépend vraiment où on tombe. C'est un petit peu ça, ça dépend de la fac, ça dépend aussi les enseignants qu'on a. Mais effectivement, aujourd'hui, ça me semble assez léger pour qu'on se dise, oui, il faut quand même de la formation complémentaire aujourd'hui pour le TDAH pour essayer de mieux comprendre. Alors, on va peut-être passer aux news du TDAH. J'ai l'impression que ça bouillonne en ce moment dans toutes les études et tout ça sur le TDAH. Peut-être que pour toi, c'est classique. Peut-être qu'en fait, ça fait 20 ans que ça bouillonne. Mais là, j'ai l'impression qu'on a à chaque fois des études qui amènent quelque chose de nouveau, quelque chose qui risque de déstabiliser la connaissance qu'on a du TDAH. Qu'est-ce que tu en penses, toi? La question que ça bouillonne, je pense que c'est de plus en plus communiqué. En fait, ça, je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de choses où c'est communiqué. Je pense qu'actuellement, ce qui joue le plus, alors qui est en lien justement, moi j'étais un peu surpris parce que au congrès mondial sur le TDAH en 2023 à Amsterdam, le titre au final du colloque, c'était revisiter le TDAH. Tu vois, c'est un peu l'avenir du TDAH, voir un peu comment c'était présenté. Oui, j'ai l'impression que tout le monde en est à cette étape. Voilà. Et le truc, c'est que j'étais assez impressionné, puisqu'en fait, l'élément de base du congrès, c'était de dire, il faut arrêter de voir le TDAH que au travers de l'attention, de l'hyperactivité, de l'impulsivité. Il faut aussi prendre en compte l'environnement, et il faut aussi prendre en compte l'impact fonctionnel. Ouais, enfin, bon, je veux dire, moi, de ma position, oui, ça fait 10 ans, quoi, qu'on en parle. Enfin, c'est un peu ça. Et j'ai eu l'impression vraiment que c'était un peu une révélation pour certaines personnes, quoi. C'était de se dire, mais pas pour les professionnels de terrain, mais pour les gens à l'extérieur de ce type de congrès qui se disent, oh, ah ouais, quand même, ça serait bien de voir les choses en place. Mais n'importe qui a déjà vu un patient sait que le TDAH, bah, c'est bien de dire TDAH de quelqu'un, mais derrière, ce qui compte, c'est quoi? C'est de voir un petit peu comment ça impacte son quotidien, d'essayer de l'accompagner dans sa vie quotidienne, de se dire aussi de faire attention à des petits travers qu'on peut entendre parfois qui est oui, mais c'est un trouble neurologique. Attention quand même, ce ne l'est pas que, et c'est une hypothèse aujourd'hui qui est croisée aussi avec différents éléments de l'environnement, donc c'est un truc un peu plus global, hein, c'est une vision plus générale des choses. Ça fait partie d'eux, mais c'est pas entièrement explicatif de ce qui se passe, donc il faut vraiment faire attention à cet élément-là, je pense. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on revient en arrière sur le fait que c'est un problème d'éducation et rien à voir là-dedans, parce que il y a des fois, il y a des raccourcis qui se perdent, hein, donc moi je fais gaffe maintenant. Mais c'est vrai que repenser, en fait, ils appellent ça repenser le concept du TDAH. Pour moi, c'est juste de le préciser. C'est un petit peu ça. Et peut-être que TDAH, effectivement, comme tu le disais au départ, la terminologie est pas folle. Vraiment, je pense quand même qu'on est beaucoup plus proche d'un trouble de régulation générale. Il y a tout qui dysrégule un peu partout, plutôt qu'un vrai trouble attentionnel pur. Enfin, mais pourquoi il n'y a pas un mouvement de fond des spécialistes du TDAH pour dire on en a marre de ce nom, puisqu'on sait très bien que c'est pas ça? Ben, parce qu'on sait très bien que c'est pas ça, faut être capable de le prouver. Et donc, même si on a des données qui montrent, par exemple, que la régulation émotionnelle
La régulation des comportements qui découlent des émotions est difficile dans le TDAH. Sauf que c'est difficile dans plein d'autres troubles. Et donc d'en faire quelque chose de caractéristique du TDAH, c'est difficile, pour le coup. Parce qu'on sait que dans d'autres troubles, notamment des troubles du comportement ou des troubles de l'humeur, on sait que la régulation émotionnelle, ça peut être très compliqué aussi. Donc ça en fait pas une caractéristique du TDAH, même si c'est souvent associé à. Donc on a ces éléments-là, et qui sont en plus difficiles quand même à objectiver de manière très claire en termes de clinique, oui, mais on cherche toujours l'objectivation. Le but aussi des critères de diagnostic est d'essayer d'avancer avec des données scientifiques qui viennent valider les choses. Et je pense que même si ça s'accumule, le passage est de se dire, maintenant on a suffisamment des données pour se dire on va changer la terminologie, je suis pas sûr qu'on y soit. D'accord. Après, je fais pas partie des experts mondiaux sur le sujet et je fais pas partie des experts. Mais... Votez tous pour Sébastien Rare. Et qui décide de ces éléments-là. Donc ça, c'est un élément. Je pense pas avoir cette connaissance suffisante pour faire ça. Mais derrière, c'est de se dire aussi qu'il faut faire attention à une chose. C'est que si on modifie une terminologie, cliniquement sur le terrain, combien d'années ça va prendre pour qu'on change les termes? On rappelle quand même qu'on parle encore, certaines personnes parlent encore de TADA. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. Et pourtant, ça fait quand même un petit temps qu'on a changé de terminologie, c'est-à-dire les années 80. Donc, je pense qu'il y a déjà des éléments qui bougent. Deuxième chose, on risque de perdre les patients. Oui, ça aussi, c'est un problème. Si on modifie une terminologie, des fois, ça peut... Il y en a qui proposent trouble de la dysrégulation, par exemple, mais la dysrégulation, beaucoup de gens vont être complètement perdus, déjà rien que par le mot. Donc, trouble de la régulation, déjà, c'est un peu mieux. Les troubles de la régulation de quoi, comment... Voilà, c'est ça. Et donc, tout ce choix de terminologie, il n'est pas si simple aujourd'hui. Et donc, oui, il faudrait le changer. En plus, je serais obligé de changer mon logo. Mais je pense que c'est voué à changer. Mais je pense surtout que c'est l'ensemble de notre vision de la psychiatrie qui va changer avec le temps, avec l'avancée. C'est-à-dire qu'on sait déjà que réfléchir en catégorie n'est pas forcément le plus approprié aujourd'hui. On sait que c'est mieux de travailler en processus ou en dimension. Le problème, c'est que déjà, rien que de sauter le pas entre les processus, dimensions, de passer de la catégorie à ça, c'est super compliqué aujourd'hui et cliniquement, c'est difficile à mettre en place. Donc, il y a plein de choses qui sont pas abouties aujourd'hui. Les terminologies sont pas forcément les plus appropriées, ça c'est une évidence. Mais ça permet quand même aujourd'hui d'accompagner les patients avec ce qu'on a et aussi, c'est tout le but de la formation continue, c'est de se dire qu'on ne détient pas la vérité et que ça évolue chaque jour. Moi, ça m'arrive parfois de remettre aujourd'hui des posts où je dis clairement, je fais, en fait, il y a 2-3 mois, je vous ai publié un article sur ce sujet-là. Oui. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Voilà. Oui, mais ça embête pas mal de gens, ça, de dire on ne détient pas la vérité et il faut être nuancé. Ça embête pas mal de gens, en fait. Voilà. Ils préfèrent quand on dit c'est ça. Voilà. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, les extrêmes marchent mieux. Ça, c'est une évidence. C'est quand on est d'un côté anti-TDAH totalement, ou de l'autre côté, on est pro-TDAH, problème de régulation neurochimique et ainsi de suite. Effectivement, ça marche beaucoup mieux que de dire attention, on est entre les deux. Oui, TDAH, ça nous aide, mais en même temps, le terme n'est pas approprié. Oui, c'est une catégorie parce que ça nous aide à accompagner les patients. Et en même temps, on sait que c'est pas le plus approprié parce qu'un être humain ne fonctionne pas en boîte, il fonctionne en dimension. Oui. Donc c'est sûr que d'être au milieu de tout ça, c'est clairement pas la position la plus appropriée, mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre avec le haut potentiel, pour le coup. Ça, c'est clair. Et c'est sûr que c'est plus difficile à faire comprendre que la version modérée est sans doute la plus appropriée aujourd'hui pour accompagner les gens, mais qui est sans doute, en termes de communication, peut-être la moins facile, parce que c'est avouer aussi que tu ne sais pas. Avouer que peut-être la semaine prochaine, tout ce que je suis en train de raconter, je vais pouvoir tout jeter à la poubelle parce qu'on sera totalement passé à côté. J'espère que non quand même. Et de se dire qu'on doit toujours être dans le doute en santé mentale pour le coup, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de vérité absolue aujourd'hui. On a des tendances. Et c'est sûr que la compréhension du cerveau, ça prend du temps et ça prendra, et je serai mort avant qu'on ait compris les trucs. Entièrement, ça c'est sûr. Donc... Mais on gardera ton cerveau, j'espère peut-être. Ouais. Dans une bulle qui flottera. Mais à ton avis, de ton expérience personnelle, combien il y aurait de ces professionnels, que ce soit psychologues, neuropsychologues, psychiatres, qui seraient plutôt dans la voie du milieu par rapport à ces professionnels qui seraient dans la voie du non ou du oui ou du tout?
Je pense qu'il y en a de plus en plus qui sont sur des voies modérées pour le coup, qui comprennent vraiment bien cet aspect de l'interaction de l'environnement avec le cerveau. C'est justement que le cerveau n'est pas une bulle avec deux pattes qui se balade, mais que c'est quelque chose qui est en interaction avec l'environnement. Et donc ils comprennent de plus en plus effectivement ce lien au fait que l'environnement a des effets sur le cerveau ben, te met en disposition d'avoir des interactions avec ton environnement et que c'est les deux qui fonctionnent l'un avec l'autre. Et qu'à la base, tu as la génétique et donc toute une espèce de programmation. Je la fais ultra Oui, raccourcie, oui, oui, évidemment, oui, oui. mais c'est l'idée générale. C'est-à-dire que de penser le tout génétique dans le TDAH, ça ne sert à rien, parce qu'en plus, on ne sait pas. Donc, on a des éléments de base, on sait qu'il y a des choses de base, mais on est très loin de tout comprendre, on est très loin de tout identifier. Mais Et quand on sait même, à le quel... chiffre est quand même grand, là. J'ai lu justement sur TDH Academy, entre 77 et 90% d'héréditabilité. Ouais, C'est ça? d'héritabilité. Donc, c'est-à-dire que D'héritabilité, pardon. c'est la grande différence qui est entre le héréditaire où à 90%, tu dirais, tiens, mon enfant est TDAH, parce que moi je suis TDAH, donc j'ai 90% de chances que mon enfant soit TDAH. Et en fait, c'est pas ça le truc. On va estimer que le lien à l'environnement et l'impact que l'environnement va avoir, c'est qu'en gros, des parents TDAH ont 40-45% de chances d'avoir des enfants qui sont TDAH eux-mêmes. C'est une moyenne, c'est une estimation en plus, Oui, parce oui, que, oui. en fait, aujourd'hui, on ne sait pas réellement. C'est Oui, ça le truc. Alors, ça se développe parce qu'on a de plus en plus de cohortes familiales, on a de plus en plus quand même de regards. C'est-à-dire que cette question de l'héritabilité, elle a commencé à être étudiée dans les années 70. Hein. Moi, les gens aujourd'hui qui me disent quand même, oui, mais de toute façon, on n'en sait rien, machin, je fais, bah, lis des études, ça changera en fait. Donc, il y a 50 ans qu'on sait que les premières études, avec leurs faiblesses, parce qu'il y a une reconnaissance à ça. Il y a des faiblesses, il y a des manques dans ces études, c'est pas le problème. Le but, c'est que on avance, on progresse. Oui, il y a des erreurs, oui, il y a des biais dans les études, mais au moins les études existent. oui. Souvent, les gens qui te disent non, non, ça n'existe pas et autres, c'est quand la dernière fois que vous avez travaillé sur le sujet? Parce que Oui. critiquer pour critiquer, c'est bien beau, après, il faut bosser. Hein, parce que bon, c'est ça le truc. Venez nous montrer que ça n'existe pas. Venez montrer que dans ces études, tout est faux. Faites-le vraiment, plutôt que de dire simplement, ah ben non, en fait, c'est pas vrai. Mais c'est juste dire c'est pas vrai, alors c'est à vous à démontrer que c'est pas vrai. Hein. Enfin, faut pas l'oublier non plus. Hein. Oui, mais c'est parce Donc, qu'après, il y a tous les mythes qui se rajoutent dessus, enfin, avec des trucs plus ou moins complotistes de voilà. Big Pharma et tout ça. Bon. Ouais, c'est vrai. Après, tu vois, la question de Big Pharma, elle est pas totalement folle. Alors, Oui, pour une question toute simple, tu vois, je prends juste un truc. Pour le moment, parce que j'en ai entendu parler 1 million de fois et que j'ai décidé de pas mourir bête, je lis ce bouquin. oui. Et tu as fait un post sur ça d'ailleurs. Le livre Sommes-nous tous des malades mentaux, le normal et le pathologique d'Allen Frances. Alors, tu en es où au fait? Bon, là, j'ai lu à peu près la moitié du livre. Il est passionnant, ce bouquin. C'est hallucinant. Donc, c'est un livre qui tente à montrer Les dérives du DSM-5. les dérives du DSM-5, voilà. Par le dirigeant du DSM-4. Oui, Donc tu peux te dire quand même, le gars, il a un peu bossé, et en fait, il a bossé sur le DSM-2, il a bossé sur le DSM-3, il a dirigé le DSM-4, et aujourd'hui, en fait, il a sorti ce bouquin au regard de la dérive du DSM-5. Je suis pas encore arrivé à la partie DSM-5, mais j'ai tout l'historique jusqu'au DSM-4. Et je trouve ça passionnant, mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est que les gens qui utilisent cette source pour venir critiquer, je suis pas sûr qu'ils ont lu le livre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le truc est marketing à mort. C'est ça, en fait, le truc. C'est que le terme qui est là au-dessus, lui, il n'est pas en train de dire que le DSM, c'est horrible et qu'il faut arrêter d'utiliser et ainsi de suite. Hein. C'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'il y a des dérives et que peut-être que ça vaut la peine de réfléchir la façon d'aborder les choses et que c'est la vision américaine du truc. C'est-à-dire que souvent, ce sont des francophones qui disent oui, mais regarde dans ce bouquin, machin et autres. Ok. Sauf qu'il y a quand même des petites particularités américaines que nous, on n'a pas du tout. Par exemple, le fait que le pharma aujourd'hui entraîne une augmentation des diagnostics aux États-Unis semble normal pour une raison toute bête. C'est que les pharmacies, les boîtes pharma ont le droit de faire de la pub dans la rue. Tu as des spots publicitaires, tu as des éléments un peu partout qui peuvent vendre par publicité du méthylphénidate, qui peuvent vendre des psychotropes. c'est En incroyable. France, ça n'existe pas, ça. Hein. C'est interdit. Hein. Ouais, ouais, C'est-à-dire c'est que tu incroyable peux quand pas même. faire une pub pour la Ritaline à la télé. C'est interdit. Eh ben, tu peux le faire aux États-Unis. Donc forcément, quand la publicité et le marketing se mêlent au truc, bah, tu as une augmentation des diagnostics des gens qui vont consulter. Et ce qui met en évidence, c'est que au-delà de cet aspect de pub, les gens pas formés, bah, forcément, surdiagnostiquent très très vite les choses. Mais ça, c'est le contexte américain. Ce contexte-là, il n'est pas du tout applicable à la France aujourd'hui. Oui, C'est ça le truc. Et donc aujourd'hui, cette réflexion qui est Big Pharma et ainsi de suite est applicable aux États-Unis
parce que le système dans lequel ils sont est tout à fait, est franchement déconnant pour le coup. Mais chez nous, ça n'arrive pas de cette façon-là. Peut-être que ça arrivera, et à ce moment-là, il faudra gueuler. Ça, c'est vrai. Mais actuellement, on n'a pas ça, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une Oui, c'est réalité. comme si on transposait le problème des opiacés qu'il y a aux États-Unis ici, quoi. Exactement. Et donc, en fait, les gens qui utilisent ce bouquin en disant, ah ben oui, mais vous voyez, il y a des surdiagnostics. Mais en France, pas du tout. Enfin, c'est ça le truc. Vous prenez un truc aux États-Unis, vous le plaquez sur la France et vous dites, c'est la même chose ici. Mais c'est pas du tout le même système, c'est pas la même réflexion, c'est pas les mêmes médecins. On peut espérer que la formation est un peu différente, même si je pense que pour le coup, les médecins aux États-Unis, certains en tout cas, médecins aux États-Unis sont très bien formés pour le coup. Je pense quand même qu'il faut faire attention aux raccourcis. Et donc c'est pour ça, je me suis dit, je vais pas mourir bête, je vais aller lire ce bouquin où tout le monde l'utilise en disant, ah oui, mais regarde, c'est une erreur. Je le trouve en fait vachement modéré et réflexif sur le sujet. Souvent, c'est ça. Souvent, il y a des personnes qui parlent de certains bouquins ou de certaines études sans vraiment les avoir lus de bout en bout. Alors, Ouais, je ne leur jette pas la première bière, puisque moi aussi, ça m'arrive. Mais, voilà. effectivement, souvent, les personnes qui sont dans l'extrême interprètent des fois que le titre, au final. Après, j'espère, et peut-être que je serai étonné sur les 150 pages qui me restent, hein, je sais pas. Mais pour le moment, je dois avouer que la première partie du bouquin est plutôt intéressante sur l'histoire du développement du DSM, comment ça s'est mis en place, et ainsi de suite, et de rappeler peut-être quand même que le DSM-1 était très psychanalytique, quoi. Et le Oui, 2 aussi, en oui, fait. le 2 aussi, le un et le 2. Je l'ai appris récemment, j'ai essayé de faire un truc sur le DSM-5, et que le Voilà. 3 a été une révolution, le Ouais. 4 a introduit je sais plus quoi, et le Les aspects DSM... scientifiques. Oui, voilà. Et le DSM-5 a été peut-être trop loin dans la Ouais. catégorisation. Voilà, c'est ça C'est l'histoire. ça. Et qu'il y a eu plus peut-être de guerre d'ego à mon moment sur le DSM-5 que sur les précédents. Donc oui, ça peut être une dérive du truc. Ce qui ne remet pas en question fondamentalement l'ensemble des données du truc. Ce que j'ai appris avec toi en te suivant sur les réseaux sociaux, mais pas que, avec beaucoup d'autres, c'est qu'en fait, effectivement, le DSM-5, c'est un outil parmi d'autres déjà. Ouais. Et puis c'est un outil sur lequel vous vous basez, mais c'est pas la Bible. Vous priez pas 5 fois par jour en direction du DSM-5. Voilà, vous adaptez votre clinique en fonction du DSM-5 et en fonction du reste. Mais oui, et en fait, c'est toute la question, encore une fois, de la formation. Aujourd'hui, les gens sont pas formés à utiliser le DSM. On leur explique, regardez, ça existe, regardez, il y a un guide, ainsi de suite. Mais l'utilisation même de l'outil, peut-être chez les médecins, ça, j'en sais rien. Mais chez les psychologues, on n'a pas de formation à l'utilisation de l'outil. Pourtant, ça serait quand même vachement utile de savoir jusqu'où on peut aller, à quoi il sert réellement. Avec cette espèce, encore une fois, et c'est encore une fois, c'est le marqueur des États-Unis, c'est que eux, ils ont appelé ça la Bible du diagnostic. Oui. Et c'est une erreur, parce que effectivement, ce n'est pas du tout une Bible, c'est un guide. Ça nous donne des repères, en fait. Ça nous dit pas, c'est ça la vérité, c'est comme ça qu'on le fait. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui vous disent ça et qui disent, mais vous savez, c'est qu'une liste de symptômes qu'on coche, ou oui, mais de toute façon, c'est une Bible qui vous dit, ben, en fait, ouvrez un DSM et lisez les 40 premières pages. C'est l'autocritique du DSM. C'est-à-dire, qui dit tout ce qu'ils sont pas en capacité de faire, ce qu'ils ont essayé de modifier et que ça marche pas encore très bien, et qu'il y a des révisions quand même qui sont fréquentes. Encore une fois, si on a un système de classification, il vaut ce qu'il vaut. Vraiment, il vaut ce qu'il vaut. Il a des limites énormes, c'est une certitude. Mais au moins, il nous permet de parler le même langage. Oui, c'est ça qui est Parce que important. il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, encore tombé sur quelque chose de type il faut brûler le DSM et ainsi de suite. On pose la question, ok, mais alors qu'est-ce que vous proposez d'autre pour essayer de faire les classifications? La réponse de la personne, d'accord, ça a quand même été de dire, ce n'est pas parce que je critique que je dois apporter une réponse. Cette personne est psychiatre. Moi, ça m'inquiète, en fait, de me dire qu'il y a des psychiatres qui te disent non, on veut pas de classification, mais en fait, on n'a pas d'autre solution. Donc, en fait, on le fait à l'instinct, quoi. Moi, ça m'inquiète. Et j'espère que cette interprétation qui est la mienne, on le fait à l'instinct, est une exagération. Mais comme la personne n'a pas répondu, je ne sais pas, puisqu'elle a dit je n'ai pas apporté d'autres solutions. J'espère qu'il y a quand même un autre truc, mais qui potentiellement va poser des problèmes quand il va devoir parler à des collègues qui n'ont pas le même langage. Et ça, c'est problématique. Dans un système de santé mentale où déjà, c'est difficile de poser les trucs de manière très claire, Mais si oui. en plus chacun a son propre langage et sa façon de faire, c'est le bordel, quoi. Donc voilà. Donc oui, la classification, c'est pas l'idéal, mais je pense que ça reste une des meilleures façons aujourd'hui qu'on a de parler tous un peu le même langage, mais il faut apprendre à modérer ça et à essayer de l'utiliser de manière adaptée. Et ça, bon, ça n'a pas l'air toujours très simple à faire passer comme message. Ok, ben on va rester sur je sais pas si ce sont des paroles d'espoir. Ouais, moi je suis convaincu que ça s'améliore. Hein. Moi Donc, aussi, j'espère.
Espérons tous les deux. Je te remercie. Avec plaisir. Si cet épisode vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser, vous pouvez vous aussi faire les gestes qui aident pour Intensément Podcast, et je ne le répéterai jamais assez car ce média en a véritablement besoin. Je vous remercie intensément. Merci encore à Sébastien Henrard. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.